Chaque hormone a un ou deux ou trois récepteurs, mais tout ça est spécifique. Bien sûr, l'hormone A ne va pas se fixer sur le récepteur B et l'hormone B ne va pas se fixer sur le récepteur A. D'accord? Vous avez bien compris ça, c'est assez important. Alors quand tout se passe bien, l'interaction hormone-récepteur va provoquer dans la cellule toute une cascade extrêmement complexe de signalisation cellulaire qui, in fine, va aboutir à ce que l'on appelle une réponse cellulaire. Ok? Alors avant de continuer, je voudrais vous rappeler quelques propriétés très importantes du système hormonal. Premièrement, les hormones agissent à très faible dose. Très faible dose, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple une concentration de l'ordre de 30 milliardièmes de grammes par litre. C'est une concentration qui va avoir des effets biologiques. Ça correspond à une petite pincée pour l'estradiol, qui est une hormone féminine assez importante, mais qui existe également chez les hommes. Ça correspondrait à une toute petite goutte dans une piscine olympique. Avec des concentrations comme ça, vous avez des effets biologiques. Ce qui veut dire, en corollaire, que si les hormones sont des molécules extrêmement puissantes, les perturbateurs endocriniens qui miment les effets de ces hormones vont pouvoir agir à très faible dose, et je reviendrai sur les très faibles doses tout à l'heure. Deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est ce que l'on appelle la tissu spécificité, qui est due au fait que les hormones agissent sur des récepteurs. Ces récepteurs ne sont pas partout dans le corps, ils sont là où il y a besoin d'avoir ces récepteurs. Et dans notre organisme, nous avons deux types de récepteurs. Les récepteurs membranaires, qui sont portés par les membranes des cellules. Vous savez que vos cellules sont entourées d'une membrane. Cette membrane est constituée de phospholipides. Et ces phospholipides, vous pouvez les assimiler à des graisses. Et vous savez bien que l'eau n'aime pas les graisses. Donc un certain nombre d'hormones, que l'on appelle hydrosolubles, solubles dans l'eau, solubles dans le sang, agissent par le biais de ces récepteurs membranaires parce qu'ils n'ont pas la capacité, elles n'ont pas la capacité de rentrer dans les cellules. À l'inverse, on a un certain nombre d'hormones qui sont dites lipophiles, qui ont donc de l'affinité pour les graisses, qui sont souvent transportées dans le sang par des transporteurs, des molécules transporteuses, et qui vont aller agir sur des récepteurs qui sont non pas sur les cellules, mais à l'intérieur des cellules. Donc ces molécules vont rentrer et vont pouvoir aller activer des récepteurs. Et si je vous ai mis un récepteur à l'estradiol, mais ça pourrait être n'importe quel autre récepteur de type intracellulaire. Et ces récepteurs, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils régulent le niveau d'expression des gènes. Vous savez que vous avez dans chacune de vos cellules de l'ADN. Cet ADN contient des gènes qui vont être transcrits, ensuite traduits en protéines, et c'est ces protéines qui vous permettent de fonctionner. En fait, ces récepteurs sont impliqués dans le niveau d'expression d'un certain nombre de gènes, et évidemment, si on les perturbe, on peut avoir des conséquences, comme nous allons le voir. Donc, les récepteurs intracellulaires, c'est notamment les récepteurs à l'estradiol, à la testostérone, au cortisol, aux hormones thyroïdiennes et à tout un tas d'hormones que j'ai déjà évoquées qui sont très importantes pour notre fonctionnement quotidien. Donc, les hormones ont des effets tissus spécifiques. Et ça, c'est très important, notamment en termes de régulation. Parce que imaginez que vous êtes quelqu'un qui évalue la toxicité d'une molécule et puis que vous dites, tiens, je vais regarder sur le foie. Ah, manque de chance, il n'y a pas de récepteur dans le foie. Cette molécule ne va pas agir sur le foie, par contre elle peut agir peut-être sur le testicule et on va passer à côté. Donc il faut tenir compte de ça. Ce n'est pas de la toxicité générale, c'est des choses qui vont bien être spécifiques de tel ou tel organe en fonction de la distribution des récepteurs à telle ou telle hormone. Alors ensuite, une chose qui est importante et très importante même à retenir dans le cadre de la perturbation endocrinienne, c'est le fait que les hormones n'agissent pas n'importe quand, elles agissent quand on a besoin d'elles, quand l'organisme fonctionne normalement, et elles jouent un rôle fondamental au cours du développement embryonnaire. Le développement embryonnaire, c'est quoi? C'est, vous partez d'un œuf, la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovocyte, et avec cet œuf, vous allez faire un organisme complet avec 200 types cellulaires. Et ce développement implique une cascade d'activation de gènes extrêmement finement régulés qui va aboutir à la construction des organes et à la fin à la construction d'un embryon qui va donner naissance à un petit enfant. Tout ça est régulé de manière extrêmement fine et notamment certaines hormones
dont nous allons parler, comme les hormones thyroïdiennes ou les hormones sexuelles, participent à la mise en place, au développement d'un certain nombre d'organes. Alors on ne va pas parler de tous les organes qui sont là-dessus, mais on sait que par exemple pour le cerveau ou pour les organes génitaux, au cours du développement embryonnaire, on a ce que l'on appelle des périodes critiques qui vous sont figurées ici en rouge, et au cours desquelles il se passe des choses extrêmement importantes qu'il convient de ne pas perturber. Donc je vais vous donner 2 exemples pour vous montrer que les hormones ont des fonctions au cours du développement embryonnaire. Et que par conséquent, si on perturbe ces hormones au cours du développement embryonnaire, on peut avoir des conséquences. Donc premier exemple, les hormones sexuelles. Les hormones sexuelles sont très ciblées par les perturbateurs endocriniens, peut-être parce que c'est aussi parmi les choses les plus étudiées, parce que les choses les plus faciles à voir, quand on se reproduit, ça se voit, et quand on ne se reproduit pas, ça se voit aussi. Néanmoins, donc ces hormones, vous les connaissez. Pardon, je n'ai pas passé la diapo. Donc, la testostérone, l'estradiol. La testostérone, qu'est-ce que ça fait? Ça agit sur des récepteurs aux androgènes, très spécifiques. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va aider à la fabrication des voies génitales et des organes génitaux externes. Ça va, au cours de la puberté, jouer sur la masse musculaire, la mue, etc., la pilosité, vous savez tous ça. Ça va jouer sur la production de spermatozoïdes et sur le comportement sexuel. Alors la testostérone, c'est plutôt une hormone mâle, et chez les femmes ou chez les femelles de mammifères, on a surtout de l'estradiol qui va circuler, qui va agir sur des récepteurs aux estrogènes, et ça va être déterminant pour la croissance mammaire, la croissance de l'utérus et de l'endomètre, la régulation des cycles, l'ovulation, le métabolisme lipidique et le comportement sexuel. Le métabolisme lipidique, c'est aussi vrai pour les hommes d'ailleurs. Vous noterez au passage que la différence entre ces 2 molécules est extrêmement minime. On a juste rajouté un hydrogène ici, et c'est extrêmement minime. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, l'estradiol est une hormone qui est fabriquée à partir de la testostérone grâce à une enzyme, et une seule, qui s'appelle l'aromatase, qui est capable de convertir cette molécule-là en cette molécule-là. Alors pourquoi je vous dis ça? Mais parce que la testostérone, au cours du développement embryonnaire, joue des rôles capitaux dans le développement des organes génitaux, en particulier chez les garçons. Alors comment ça se passe? Ben, vous savez bien que les femmes sont XX et les hommes sont XY. Et le chromosome Y est un tout petit chromosome. La plupart des gènes ont dégénéré, sauf un qui est très important, qui s'appelle SRY, et qui est le gène qui fabrique des garçons. Donc, quand vous n'avez pas ce petit gène SRY, eh bien, vous allez être XX et vous allez fabriquer des ovaires, alors que si vous avez SRY, vous allez fabriquer des testicules. Alors c'est un gène, ce qu'on appelle un gène de déterminant majeur du sexe. Ça veut dire que si on prend ce petit gène ici, sur un chromosome Y, et qu'on le met sur un chromosome X, dans un embryon, eh bien cet embryon va devenir un mâle. D'accord? Et si vous l'enlevez à un embryon qui a SRY, il va devenir une femelle. Donc vous voyez, c'est un tout petit gène, c'est 1400 paires de bases, c'est pas grand-chose, mais ça permet très rapidement, au cours du développement embryonnaire, de déterminer votre sexe. Alors on sait après comment ça se passe, les choses, grâce à un monsieur qui s'appelle Alfred Jost, qui est un Français, cocorico, qui est connu dans le monde entier pour ses travaux sur la différenciation sexuelle. Qu'est-ce qu'il a montré, Alfred Jost? Il a montré qu'au cours du développement embryonnaire, pendant les premières étapes du développement, la gonade embryonnaire, la petite gonade qui est dans le ventre du petit embryon, elle est bisexuée. Elle peut devenir soit mâle, soit femelle. Elle peut devenir des ovaires ou des testicules, et elle peut être reliée au sinus urogénital par les canaux qui sont soit féminins en rose, soit masculins en vert, les canaux de Wolff et les canaux de Müller. Si vous avez un gène SRY, eh bien on sait qu'il y a toute une cascade génique qui va s'activer, et ça va conduire finalement au développement d'un petit testicule dans les petites gonades minuscules du petit embryon. Et ce petit testicule va faire 2 choses. Il va fabriquer une hormone qu'on appelle l'hormone antimullérienne, qui va détruire la partie femelle de la gonade bisexuée, et une autre hormone qui est la testostérone, qui va commencer à circuler dans l'embryon et qui va participer à la différenciation des organes génitaux, formation des bourses, formation du pénis. Si vous n'avez pas SRY,
ce phénomène de différenciation testiculaire ne se produit pas et vous avez une cascade génique qui va conduire à la disparition de la partie mâle de la gonade pour différencier l'appareil génital femelle, les trompes de Fallope, les oviducs, l'utérus, le vagin, etc. D'accord? Bon, pourquoi je vous parle de tout ça? Pour vous dire que cette exposition à la testostérone du petit embryon au cours du développement embryonnaire, elle est fondamentale. Je vais vous le démontrer facilement. Grâce à un syndrome, qui est un syndrome génétique, c'est-à-dire c'est une affection génétique qui touche une personne sur 50 000, c'est pas très courant, qu'on appelle le syndrome d'insensibilité aux androgènes. Et ici, sur cette photo, vous avez des personnes qui vous apparaissent de sexe féminin, et en fait, eh bien, ces personnes sont 4 frères, ils sont tous XY, et ils sont tous atteints d'une mutation du récepteur aux androgènes qui fait que durant le développement embryonnaire, la testostérone ne va pas se fixer sur le récepteur et tous ces mécanismes testiculaires dont je vous ai parlé ne vont pas avoir lieu, c'est comme s'il n'y avait pas de testostérone. Et donc, ces individus ont tendance à se développer plutôt comme des femmes, au moins phénotypiquement. Alors, qu'est-ce qui se passe? À la naissance, vous avez des testicules embryonnaires minuscules dans l'abdomen mais qui ne se développent pas. Organes génitaux externes féminins parce qu'il n'y a pas eu de testostérone pour fabriquer un pénis et tout ça. Pas d'utérus, bien sûr, c'est des garçons. À la puberté, pas de cycle parce qu'il n'y a pas d'ovaire. Donc s'il n'y a pas d'ovaire, il n'y a pas de cycle. Pas de pilosité axillaire ou pubienne parce que chez les femmes comme chez les hommes, c'est les androgènes, donc la testostérone et d'autres dérivés androgéniques qui font pousser les poils. Donc pas de poils. La glande mammaire est normale, pourquoi? Parce que comme il y a de la testostérone, comme il y a de l'aromatase, on peut faire de l'estradiol, et l'estradiol, c'est ce qui fait que les cellules de la glande mammaire prolifèrent et que vous avez des seins qui poussent. Si je veux me faire pousser des seins, je n'ai qu'une chose à faire, c'est me faire des injections d'estradiol. C'est ce que font les transsexuels pour se faire pousser des seins. Voilà, le vagin est mal formé, évidemment, ces individus sont stériles. Donc vous voyez les conséquences d'une absence de testostérone au cours du développement embryonnaire. Or, on sait qu'un certain nombre de molécules dont on va parler, comme les phtalates ou même le bisphénol A, sont des molécules qui sont capables d'interférer avec la synthèse de testostérone durant le développement embryonnaire. Ça, c'est quelque chose, j'ai oublié de le dire, cette période cruciale du développement embryonnaire chez les embryons humains, c'est à la 7e semaine du développement que ça se produit. C'est là où on a une période critique de développement. Si on n'a pas d'exposition à la testostérone, on a des problèmes. Alors, un autre exemple, c'est les hormones thyroïdiennes. Vous avez peut-être entendu parler, quand vous étiez jeune, des crétins des Alpes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les crétins des Alpes. C'était quoi, les crétins des Alpes? C'était des gens qui vivaient dans certaines régions, des vallées perdues des Alpes, et qui avaient pour habitude de saler leur nourriture avec du sel-gemme. Le sel-gemme ne contient pas d'iode. Or, l'iode est un composant indispensable pour fabriquer des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, c'est celles dont on parle tout le temps en ce moment avec les histoires de lévothyrox. Eh bien, pour fabriquer ces hormones, il faut 3 ou 4 atomes d'iode. Et si vous n'avez pas d'iode, vous n'avez pas d'hormones thyroïdiennes fonctionnelles. Résultat des courses, à la naissance, eh bien, vous êtes atteint de crétinisme, c'est-à-dire que votre cerveau n'est pas développé normalement. Et ceci est irréversible. Vous n'avez qu'une seule chance de développer votre cerveau, c'est durant le développement intra-utérin. Et puis également, comme les hormones thyroïdiennes agissent sur la croissance osseuse et le métabolisme en général, on a des gens qui sont mal formés, un peu débiles, et c'est ça qu'on appelait les crétins des Alpes. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que les hormones thyroïdiennes sont des hormones qui sont très perturbées par un certain nombre de molécules, retardateurs de flamme, PCB, etc., etc. Et donc, on a actuellement, je reviendrai sur ça tout à l'heure, une augmentation de troubles du neurodéveloppement qui pourraient être liés, on n'en a jamais vraiment la certitude complète chez l'homme, mais à des problèmes d'interférence avec les hormones thyroïdiennes au cours du développement embryonnaire. Une autre chose que je veux dire qui est importante, c'est que tous les vertébrés, donc les vertébrés c'est oiseaux, mammifères, reptiles, grenouilles, poissons, même les requins, les lamproies, c'est des vertébrés. Et on a tous les mêmes glandes endocrines, à très peu de choses près. Vous voyez, les poissons ont un cerveau, une hypophyse, une thyroïde, etc., des ovaires, des testicules. La fabrication de spermatozoïdes chez les poissons, ça ressemble